Bonsoir, bienvenue pour ce point spécial présidentielle française, vu cette fois de Suisse. Nous sommes en direct en effet ce soir de notre studio de Genève pour 1h30 d'émission, avec tout de suite les premières estimations. Qui d'Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen régnera pendant 5 ans sur la France? La réponse dans quelques instants. Et ces résultats, nous allons naturellement les commenter avec nos invités, parmi lesquels Jean-Pierre Raffarin et Pascal Couchepin. Quel sera l'impact de cette élection sur les Français, bien sûr, mais aussi sur l'Europe et notre chère Suisse? Quel parallèle tirer d'ailleurs entre nos deux pays? La colère des Français, la montée des extrêmes et l'affaissement des partis traditionnels nous menacent-ils ici aussi? Ce sera au cœur de notre discussion ce soir. Bienvenue à toutes et tous sur l'Aimant Bleu. Et bienvenue à tous nos invités ce soir autour de cette table et en duplex. L'honneur d'accueillir Jean-Pierre Raffarin, Monsieur le Premier ministre. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Ancien Premier ministre de Jacques Chirac, vous êtes une figure de la politique française au centre droit, ancien membre du parti Les Républicains, l'équivalent du PLR, du Parti radical suisse. Je traduis cette fois pour notre public suisse. Vous êtes aussi ici ce soir en tant que soutien d'Emmanuel Macron dans le parti Horizon d'Édouard Philippe. Autre invité d'honneur, Pascal Couchepin, bonsoir. Bonsoir. Monsieur le Président, 11 ans passés au Conseil fédéral, 2 fois président de la Confédération, dont une année alors que Jean-Pierre Raffarin était Premier ministre. Vous vous connaissez donc tous les deux. Vous êtes vous aussi, Pascal Couchepin, issu de cette droite traditionnelle du PLR, Parti libéral radical suisse. Et Philippe Ball, bonsoir. Bonsoir Laetitia. Toujours à nos côtés, merci Philippe. Après Paris-Genève ce soir, Paris où nous étions il y a 2 semaines pour ce premier tour de la présidentielle française. Sandrine Salerno, bonsoir. Bonsoir. Ancien maire de Genève, socialiste, 13 ans à la tête des finances de la ville de Genève. Vous êtes aussi politologue de formation, aujourd'hui reconverti dans la finance durable. Frédéric Ancel, bonsoir. Bonsoir. Géopolitologue et enseignant à Sciences Po Paris, prix cette année du meilleur livre de géopolitique pour les voies de la puissance, que je montre là, paru aux éditions Odile Jacob, et notre expert neutre ce soir. Et Manfred Buller, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue, président de l'UDC Berne, l'UDC premier parti en Suisse, qu'on compare souvent au Rassemblement national de Marine Le Pen. Alors, comparaison est-elle raison? On va le voir tout de suite. Mais avant tout, et avant de vous laisser réagir et de vous laisser la parole, un premier coup d'œil donc à ces estimations, aux toutes premières estimations qu'on a de ces résultats de cette présidentielle deuxième tour. C'est des résultats d'estimation qui sont basés sur les votes à 17h. Est-ce qu'on les voit là maintenant? Alors, je vais les dire. Et donc, une estimation qui donne Emmanuel Macron vainqueur, avec une fourchette entre 55 et 58%, contre Marine Le Pen entre 42 et 45%. C'est donc Emmanuel Macron, à l'heure actuelle, selon ses premières estimations, qui l'emporte, qui deviendrait donc, se succéderait à lui-même à la tête de l'État français sur une participation aussi anticipée par l'Institut IFOP de 72%, qui est effectivement plus faible que le premier tour. Alors, votre réaction, Jean-Pierre Raffarin, j'imagine sur ces 2 chiffres, sur ces 3 chiffres que je viens de donner, j'imagine soulagé, mais est-ce que tant que ça, par ce score d'Emmanuel Macron? Bonjour à tous et merci de m'accueillir. Compte tenu de la loi française, je serai extrêmement prudent sur les résultats. Il se trouve que tout ça confirme les convergences des différents sondages de ces dernières heures et de ces derniers jours. Donc je crois que la victoire est en effet aujourd'hui probable, mais je suis obligé d'attendre 20 heures pour être sûr de cette estimation. Il faut que les bureaux de vote aient terminé. Oui. Disons que de toute façon, je pense qu'il y a naturellement une satisfaction importante pour les amis d'Emmanuel Macron de voir sa réélection aujourd'hui extrêmement probable. C'est pour la première fois depuis très longtemps un candidat qui était à la fois le plus jeune et le plus expérimenté. Et nous savons bien avec le président Couchepin qu'il est difficile d'être jeune et expérimenté.
nous avons été très jeunes aux responsabilités et nous sommes aujourd'hui très expérimentés, mais c'est dur d'être les deux à la fois. Eh bien, Emmanuel Macron, à ces choses-là, il était le plus jeune, mais en même temps le plus expérimenté. Et nous pensons que dans la période difficile qu'il a affrontée, il a été à la hauteur de la situation. La France est toujours très difficile à gouverner, mais gouverner la France quand vous ne savez pas si les écoles seront ouvertes la semaine prochaine, c'est particulièrement difficile. Néanmoins, je pense que la soirée est plus une soirée de gravité qu'une soirée de fête, parce que on voit bien le populisme, c'est-à-dire les extrêmes d'une manière générale et l'extrême droite notamment ce soir, progresser d'élection en élection. C'est peut-être, si on ne change rien dans notre système politique, la dernière étape avant l'extrémisme au pouvoir en France. Et donc, je crois que ça engage le président et l'équipe qui va, avec les législatives, sortir de ces scrutins, ça les engage à une réforme profonde de nos pratiques politiques, de notre vie institutionnelle. Naturellement, il y a des sujets sociaux, il y a des sujets économiques, mais on voit bien que notre système politique est un peu à bout de souffle. Vous savez, quand la violence avance, c'est souvent que la politique a reculé. Et donc, on voit bien que le Parlement chez nous n'a pas suffisamment de force, on voit bien que la décentralisation est insuffisante, on voit bien que globalement la démocratie sociale est peu vivante, et au fond, le débat, la confrontation a souvent lieu aujourd'hui plus dans la rue que dans les enceintes parlementaires. Donc il faut revoir l'existence même de notre système institutionnel, le réformer pour démultiplier les lieux de délibération, pour davantage, je dirais, protéger le président qui est toujours très exposé et qui donne le sentiment d'exercer de manière solitaire le pouvoir. Il faut mettre de la politique maintenant dans notre système aujourd'hui institutionnel. Il faut vraiment transformer notre vie politique, car autrement, l'étape prochaine, c'est l'extrémisme au pouvoir en France. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas accepter sans gravité, sans détermination. Alors, on va y revenir à ce diagnostic. Avant, j'aimerais tous vous faire réagir et donner un chiffre actualisé. Le dernier sondage IFOP actualisé justement sur ces résultats anticipés donne Emmanuel Macron à 57,2%. Et Manfred Bühler, vous n'êtes pas porte-parole de Marine Le Pen. D'ailleurs, est-ce que vous assumez cette comparaison entre l'UDC suisse et le Rassemblement national? Et puis ensuite, j'aimerais connaître votre réaction, comme à vous tous autour de cette table, sur ces résultats, ces premiers résultats ou ces premières estimations que je viens de donner. Alors je crois que ça n'a pas de sens de comparer les partis politiques entre deux systèmes aussi différents que la France et la Suisse, dans une démocratie semi-directe comme la Suisse, ou un pays extrêmement vertical et centralisé comme la France. Donc non, il n'y a pas de comparaison, c'est pas du tout légitime à mon avis de dire l'UDC c'est le Rassemblement national, le PLR c'est les Républicains. Tout ceci ne veut pas dire grand-chose et même à mes yeux ne veut absolument rien dire. Il est clair par contre qu'il y a un certain nombre, je dirais, de points de programmes qu'on peut trouver communs avec différents partis, pas uniquement avec le Rassemblement national en France, et aussi des choses qui sont déjà vécues en Suisse depuis très longtemps, qui ont été proposées dans cette campagne, qui donnent peut-être des directions ou des boussoles à la France, quand monsieur l'ancien Premier ministre dit qu'il faudra réformer les institutions françaises, peut-être qu'on pourrait s'inspirer de certains points. Est-ce que vous êtes déçu ou plutôt satisfait justement de ces premières estimations qui donnent Marine Le Pen perdante? Je ne suis ni déçu ni satisfait. Il ne m'appartient pas en tant qu'élu au plan suisse, enfin cantonal à l'heure actuelle, de juger, d'être content ou pas content. Ce que je vais observer, c'est que pour la Suisse, je ne pense pas que M. Macron est une bonne nouvelle parce qu'il n'aime pas la Suisse. Donc ça sera plus difficile pour la Suisse de faire valoir ses intérêts en Europe que peut-être ça ne l'aurait été avec Marine Le Pen. Ça ne veut pas dire que je voterai Marine Le Pen ou quoi que ce soit. C'est simplement du point de vue suisse quelque chose qui à mon avis, n'est, si on se place du point de vue de notre parti, pas la meilleure des nouvelles. Mais voilà, on a fait 5 ans déjà maintenant avec Emmanuel Macron. La Suisse n'a pas disparu pour autant. Donc je pense que notre pays continuera son petit bonhomme de chemin. Je n'ai pas souci. Donc Pascal Couchepin, est-ce que vous pensez qu'effectivement le Conseil fédéral a du souci à se faire parce que Emmanuel Macron a été concerne, je dois dire que je suis évidemment soulagé d'entendre ces résultats. À certains moments, on a eu quelques frissons pour la France. Quand on voyait monter Marine Le Pen, j'ai suivi 2 heures le débat il y a quelques jours. Je dois dire que ça confirmait ce que je savais, c'est qu'il y avait d'un côté quelqu'un qui avait de l'expérience, comme l'a dit le Premier ministre,
et de l'autre côté, quelqu'un qui essayait de récolter les voix à travers des mots bienveillants à l'égard de tous les groupes sociaux. Cela dit, faut-il réformer la France? Ce n'est pas à nous à le dire. Ce qu'on constate, c'est qu'on prétend qu'il y a beaucoup de mécontentement en France, mais quand je connais bien la France, puisque ma belle famille est française, j'ai une maison dans le sud de la France et je discute avec les gens, j'ai le sentiment que la France, intrinsèquement, adore les drames. Toute l'histoire de la France est faite de drames, de révolutions, de perspectives catastrophiques si tel événement survient. Et il faudrait plus de gens comme M. Raffarin qui réussit à apaiser le débat politique et permet de trouver des solutions de conciliation. Cela dit, l'élection présidentielle est une chose. Et dans quelques semaines, il faudra avoir l'élection aux législatives. Et le président Macron, jusqu'à maintenant, n'a pas réussi à constituer une force intellectuellement tout à fait valable. Ses partisans, et encore une fois, M. Raffarin et quelques autres en sont la démonstration, mais l'implantation n'est pas très bonne, en particulier au niveau local. Les deux partis historiques qui sont maintenant en difficulté, les socialistes et les républicains, restent très forts au niveau local. Donc, comment va passer M. Macron cette première étape? Et ensuite, comment va-t-il appliquer un programme de réforme tel qui a été évoqué il y a un instant, aussi bien au niveau européen qu'au niveau français? Pour terminer, je dis que pour les Suisses, c'est important que nos voisins soient apaisés et qu'on puisse, avec eux, chercher des solutions pour nos relations et chercher des solutions pour l'Europe tout entière. Mais je suis sûr que l'immense majorité des Suisses sont très heureux d'apprendre que M. Macron l'a emporté sur Mme Le Pen. Sandrine Salerno, votre réaction, on a vu les socialistes, enfin ceux qui sont essentiellement chez justement Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui. Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui a appelé à ne pas faire barrage à Marine Le Pen, à ne pas voter Marine Le Pen, mais pas non plus à soutenir Emmanuel Macron. Ça, vous comprenez justement que la gauche prenne cette responsabilité, pas un barrage franc et net à l'extrême droite ou à la droite nationaliste, ça dépend comment on la voit. Il a dit exactement ce qu'il avait dit il y a 5 ans, c'est-à-dire qu'il ne faut lui donner aucune voix. Il l'a dit plusieurs fois. Il l'a dit, je pense, de manière plus vocale qu'il ne l'a fait il y a 5 ans. En tout cas, pour ma part, je trouvais beaucoup plus audible qu'il y a 5 ans. Maintenant, si on revient sur les premiers chiffres que vous avez donnés, qui sont des tendances, mais qui, j'imagine, se confirmeront, c'est quand même inquiétant. Alors, j'entends bien qu'on voudrait que nos voisins français soient apaisés. Je ne pense pas qu'ils le seront. Je pense que la situation de la France, de la Suisse, d'aucun pays européen ou dans le monde ne peut être une situation apaisée. On est quand même dans un monde qui va mal, dans un monde qui a besoin de réformes, qui a besoin de politique comme on n'en a jamais eu, en tout cas jamais au XXe siècle. Quand on voit les enjeux, on a parlé des enjeux sociaux, économiques, on n'en parlera plus. Je dirais quand même les enjeux environnementaux. Aujourd'hui, on est dans un monde de l'urgence. Quand j'entends un résultat à 45%, je crois que c'était la fourchette haute pour Marine Le Pen, ça fait quand même énormément. C'est quand même quasiment 10 points de plus qu'il y a 5 ans. Donc je ne pense pas que le résultat, et j'entends bien M. Raffarin, je comprends pourquoi il dit que la soirée sera plutôt à la gravité et pas tellement à la fête. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à fêter, il y a certainement un soulagement. Pas uniquement pour les Français, d'ailleurs je pense, souvent la France c'est quand même une tendance pour d'autres pays européens, c'est un pays qui est important pour nous, la Suisse, 45% pour le Rassemblement national, c'est énorme. Et je pense que ça met vraiment en exergue, mais j'imagine qu'on va en parler durant l'heure et demie qu'on va passer ensemble, du besoin de politique qui ne soit pas uniquement des vœux pieux, parce que c'est vrai que la réforme des institutions de cette 5e République qui est essoufflée, vous avez dit, qui régnera sur l'Élysée. Quand on entend les commentateurs français, ils parlent du locataire de l'Élysée, je pense que c'est plus juste. Je pense qu'on est aujourd'hui, au XXIe siècle, dans une situation qu'on n'a jamais connue et que l'élection d'Emmanuel Macron, si elle se confirme ce soir,
c'est une bonne nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle qui, à elle seule, ne suffira pas très longtemps. Frédéric Ancel, justement, est-ce que c'est une victoire à la Pyrrhus, finalement, pour Emmanuel Macron ce soir? Et que dire aussi de la participation? Alors, ce n'est pas une victoire à la Pyrrhus parce que c'est une authentique victoire. Et comme vous le savez, celui qui l'emporte, il l'emporte tout. Voilà, c'est ça. Et puis, les prérogatives d'un président de la République en France sont absolument considérables. Certainement les plus importantes, d'ailleurs, parmi les démocraties dans le monde. C'est vrai en matière de défense et d'affaires étrangères, mais c'est vrai aussi sur le plan intérieur. En revanche, là où je vous suis et où je rejoins bien sûr le Premier ministre Raffarin, c'est sur la montée extrêmement inquiétante et qu'on perçoit comme quasi inexorable sur les 20-25 dernières années du mécontentement de manière générale, de l'extrême droite en particulier. Vous vous souvenez qu'en 2002, au premier tour des élections présidentielles, les partis contestataires avaient quasiment fait jeu égal avec les partis institutionnels, entre guillemets. Et puis, au second tour, Jean-Marie Le Pen avait atteint péniblement, mais c'était déjà beaucoup, 18,5% des voix. Il y a 10 ans, Marine Le Pen, vous l'avez rappelé, il y a 5 ans, pardon, excusez-moi, 5 ans, dépassait déjà les 34-35%. Si elle fait aujourd'hui 43, 44, 45%, on entre dans une espèce de normalité de la contestation, et de la contestation une contestation extrêmement dure. Et je pense de ce point de vue-là que non seulement il y a effectivement des réformes à entreprendre sur le plan institutionnel. Alors peut-être une représentativité plus importante du Parlement, mais ça veut dire introduire de la proportionnelle. Or en France, on a quand même une mémoire longue et assez pénible de la fin de la 3e et de la fin de la 4e République, pas uniquement à cause de, mais entre autres à cause de ce système proportionnel qui prévalait à l'époque, et puis peut-être une absence ou en tout cas une faiblesse trop importante des corps intermédiaires. Les partis politiques, bien évidemment, regardez à quel point ils sont extrêmement faibles par rapport à ce qui prévalait il y a encore 15, 20, 30 ans, le milieu associatif, les centrales syndicales, etc. Et je pense que pour canaliser ce mécontentement, il va falloir effectivement procéder à des réformes en dépit de la victoire annoncée d'Emmanuel Macron. Philippe Val, est-ce que justement l'extrême droite ou la droite nationaliste est normalisée ce soir, on peut le dire comme ça? Non seulement la droite nationaliste, mais un extrémisme de gauche aussi. Et je voudrais revenir sur ce que disait Monsieur le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin. Il y a des sujets sociaux, il y a des sujets économiques, et il y a des sujets d'information. On a un problème d'information qui n'est pas commun, qui n'est pas singulier pour la France, il est commun à toutes les démocraties. Aujourd'hui, les vecteurs traditionnels de l'information vérifiables, pluralistes, ne sont plus consultés par les gens. On est une minorité désormais à lire les journaux et à s'intéresser aux médias traditionnels. Aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux qui font la colère. Ce sont les réseaux sociaux qui fabriquent de l'opposition radicale. Une opposition qui est nourrie en général par des informations qui ne sont pas fiables. Et c'est très dangereux. Je pense que c'est la dernière élection présidentielle démocratique qui se passe à peu près normalement, en France, peut-être aussi ailleurs en Europe. On a vu aux États-Unis que ça s'est très mal passé les dernières fois. Enfin, on a eu Joe Biden, heureusement, mais ça a été limite. Vous savez, on a un vrai problème, on ne vote pas sans être informé. Et on est mal informé, de plus en plus mal informé. Et c'est quelque chose d'extrêmement grave. Alors après, Monsieur Raffarin est représentatif de quelque chose d'assez étonnant dans notre vie politique. Et nous aussi, d'ailleurs, d'une certaine façon, il y a toute une gauche qui ne peut plus entendre ce discours de l'extrême gauche qui est devenu la gauche. Donc, on vote pour Emmanuel Macron parce qu'il est républicain, il est démocrate. Et il y a toute une partie de la droite, dont M. Raffarin fait partie, qui ne peut plus voter pour toute une droite qui n'est plus républicaine suffisamment, qui n'est plus démocrate suffisamment, et qui vote pour Emmanuel Macron. Nous l'assumons, mais c'est une recomposition, comme on dit, du paysage politique, pour employer cette expression rebattue, qui est quand même assez étonnante. Il va bien falloir que nous tous, nous allions d'une façon très forte cette gauche macronienne et cette droite macronienne pour refaire du débat et pour refaire avancer le débat démocratique en France. C'est quelque chose de... Peut-être qu'il va falloir... Je pense qu'il faut faire attention à la Ve République, parce qu'elle n'est pas si mal fichue que ça. Elle fonctionne très bien, elle peut être aménagée, mais Dieu nous garde de la changer pour l'instant. La France n'est absolument pas prête à avoir un système de votation, un système de référendum à répétition. Elle n'est pas prête à ça, vraiment pas. Et vous savez que ces systèmes de référendum à répétition, si les gens s'informent sur les réseaux sociaux, ça va faire exploser
les démocraties. Les référendums plus réseaux sociaux, c'est une catastrophe. C'est un mélange chimique explosif. Jean-Pierre Raffarin, justement, réformer, pas réformer, la grande question maintenant, c'est comment gouverner effectivement avec une France qui paraît très très divisée ce soir. Merci de ce débat. J'apprends beaucoup de choses et je suis très heureux. Je dis simplement un mot. J'ai entendu tout à l'heure que Emmanuel Macron n'aimerait pas la Suisse. Je dément fortement. Je crois même qu'il a une grande admiration pour la démocratie suisse et je ne pense pas qu'on puisse reprocher à Emmanuel Macron de ne pas avoir pour la Suisse toute la considération qu'elle mérite. Ensuite, je voudrais dire que je suis tout à fait d'accord avec ce que dit le président Couchepin sur un peu notre goût du théâtre et notre goût un peu de la communication orchestrée, de la mise en scène politique, ce qui nous conduit quelquefois à l'extravagance et quelquefois à l'extrémisme. Mais au fond, je rejoins assez Philippe Val sur le système, disons, de communication. Ce qui est assez frappant, par exemple, c'est de voir combien le rejet contre Emmanuel Macron était fort, alors qu'Emmanuel Macron a été un président très à l'aise, qui a eu des circonstances extrêmement difficiles et qu'au total, quand il a fait des grands débats, on l'a vu très doué et finalement, il n'y a pas une réforme qui a crispé vraiment plus que les autres. En fait, ce rejet est venu d'une certaine forme de rejet des élites, du rejet du premier de la classe, au fond d'une forme de tension où est mêlée la jalousie et aussi l'arrogance du pouvoir, etc. Un barrage à Emmanuel Macron et barrage à Marine Le Pen, hein, ce qui était absolument. Et ces deux rejets, enfin ce rejet sur... je crois qu'il nous faut, c'est pour ça que je suis d'accord, il ne faut pas changer la Ve République, mais il faut parler d'une Ve République augmentée pour moi. Parce que je crois qu'on use le président, on l'épuise. La culture de l'exposition n'était pas dans la racine de la Ve République. La Ve République, le président, vu par les gaullistes, c'était quand même quelqu'un qui avait un domaine réservé. Je pense avoir été le dernier Premier ministre avec un président, Jacques Chirac, qui respectait le domaine réservé. Pardonnez-moi, monsieur le Premier ministre, quel danger y aurait-il à justement peut-être faire entendre, à faire participer davantage la population française? C'est beaucoup revenu au cours de la campagne, hein, le modèle à la Suisse, de la proportionnelle, pourquoi pas. Quel danger y aurait-il à finalement intégrer davantage la population française dans le devenir de... Je pense que c'est l'usure et c'est l'exposition des leaders dans une société de communication où chacun est journaliste, chacun a son média avec son Twitter ou sur ses réseaux sociaux, où chacun s'exprime et veut s'exprimer et convaincre les autres. On est dans une situation où le leader politique est très exposé. Il faut protéger la parole politique, il faut protéger les lieux de délibération. Tous les sujets ne doivent pas remonter à l'Élysée. Et donc, c'est vrai, des sujets sociaux, des sujets politiques, des sujets plus économiques ou scientifiques. Je crois qu'il y a un certain nombre de réformes qui sont à faire. Chez nous, tout remonte au président. Mais vous savez, aujourd'hui, la retraite à 65 ou 64 ans, c'est la négociation sociale qui devrait arbitrer tout cela. Et il faut que le président arbitre en fin de discussion s'il a besoin d'un arbitrage. Mais si les choses peuvent se passer par la démocratie sociale, par une démocratie territoriale, par une démocratie politique avec un Parlement qui n'est pas, comme aujourd'hui, complètement associé avec le président, élu. En fait, en France, vous élisez un président, quelques semaines après, vous élisez votre Parlement, et puis pendant 5 ans, on ne vous demande plus votre avis. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait, un peu comme aux États-Unis, un renforcement des élections législatives par des midterms, ou comme l'était à la Ve République au début, un mandat parlementaire plus court, de 4 ans, que celui du président, 5 ans. Donc, il y a des réformes qui sont à faire. Il ne faut pas changer l'équilibre institutionnel de la Ve, mais il faut protéger davantage le leader politique pour pas que tout lui remonte et pour pas qu'on ait des votes qui soient des votes systématiquement contre, parce que quand vous êtes responsable de tout en permanence, il est clair que dans une démocratie vivante, chahutée, avec des réseaux sociaux, des chaînes d'information en continu, etc., eh bien, vous êtes très vite usé et il y a des phénomènes de crispation qui sont des phénomènes plus de nervosité que de démocratie.
Donc je trouve que c'est une grande satisfaction qu'Emmanuel Macron fasse un bon score dans cette élection, mais je crois vraiment que c'est la dernière étape avant le populisme et que si on ne change pas un certain nombre de choses dans notre société, d'abord traiter des questions sociales évidemment pour gérer ces inégalités croissantes partout dans le monde. Le président probablement réélu ce soir, est prêt à faire des modifications, à céder un peu de son pouvoir. Vous avez cité l'exemple américain. L'exemple américain fait que quand même le Parlement, le Sénat, a un grand pouvoir face au président américain. Est-ce que le président français serait capable un peu de céder de son propre pouvoir pendant les années à venir? Franchement, si un président qui est réélu comme ça, pour la première fois réélu sans cohabitation pour un président dans la Ve République, si un président qui n'a pas 45 ans, qui est donc tout jeune, qui est connecté sur les questions écologiques, sur les questions numériques, qui est connecté à tout ce qui bouge, mais en même temps, qui a déjà une stature internationale, qui a une certaine autorité nationale, qui a une part de leadership international, si cet homme-là ne comprend pas que le système dont il est finalement aujourd'hui celui qui est désigné pour le faire survivre, il est clair qu'on aura d'énormes difficultés. C'est celui qui peut le mieux comprendre aujourd'hui les exigences d'un monde moderne dans lequel il y a des transformations dans la société très profondes, mais qui doit génère beaucoup de détestation aussi et qu'on appelle aussi Jupiter. Mais la détestation, il est capable. Et ces manifestations, elles se retrouvent dans l'urne aujourd'hui. Bien sûr, mais il est intelligent, il est assez souple, il a montré d'ailleurs entre les deux tours qu'il était capable de bouger. Donc, moi, je compte beaucoup sur lui pour prendre ce vote comme un vote de réussite, certes, mais une réussite pour changer les choses, car c'est la dernière réussite démocratique si nous ne changeons pas notre système. On voit bien que le système va d'élection en élection sur une dérive qui a l'air inéluctable, qui nous conduit au populisme et aux affres de l'extrémisme. Et donc, je pense que le président est complètement conscient de cela et qu'il est le mieux placé aujourd'hui pour avoir en main les atouts pour essayer de réussir à vivifier notre démocratie, à la stabiliser et à faire en sorte que ce soit la droite qui lutte contre l'extrême droite, la gauche qui lutte contre l'extrême gauche, et qu'on ait des systèmes de coalition. Donc il faut qu'on revienne à des systèmes qui sont des systèmes plus civilisés, moins frontaux, et pas seulement le match entre le centre et les extrêmes. Moi, je crois que c'est à la droite républicaine de limiter le rôle de l'extrême droite et c'est à la gauche républicaine de limiter le rôle de l'extrême gauche. Et entre ceux qui veulent travailler pour le pays, il faut des systèmes de coalition. Définir ce que c'est que la droite républicaine encore aujourd'hui. Pascal Couchepin, vous comprenez cette résistance, vous le Suisse, des Français justement à associer, à changer ce régime présidentiel? Je crois que c'est le rôle des responsables français de dire quelles sont les réformes possibles au niveau institutionnel. Par contre, je crois que quelque chose d'important a été dit par nos deux collègues ici à table français, c'est l'effondrement des corps intermédiaires en France et dans d'autres pays aussi, je crois que ce n'est pas un phénomène seulement français, et aussi la difficulté d'avoir un électorat formé, informé et capable de comprendre. Je ne sais plus qui me disait une fois que le philosophe disait il y a trois manières de comprendre les choses, la manière intellectuelle, la manière purement instinctive, et puis la politique, la compréhension en politique, c'est entre les deux. Il doit y avoir une part d'intervention intellectuelle et de combat intellectuel, il doit y avoir une part de réflexe, mais à la fin, c'est un mixte qui fait que les gens disent « je vote comme ceci » ou « je vote comme ça ». Si je regarde ce qui se passe dans notre pays, on a le même problème. La presse est plus faible qu'autrefois, surtout elle n'a plus une opinion. Elle est maintenant, disons, centre-gauche, parce que ça se vend mieux. Enfin, elle n'est pas très vigoureuse. Mais les gens restent quand même intéressés. On va voir au mois de mai, le 15 mai, une votation sur 3 objets un peu curieux. C'est savoir si on participe davantage que dans le passé au financement de Frontex, l'organisation qui, aux frontières de l'Union européenne, contrôle les frontières. Une discussion sur le consentement présumé en cas de décès pour prélever sur un mort les organes qui sont utilisables, entre guillemets. Et puis,
Et la troisième chose, tout d'un coup... Loi sur le cinéma. Une loi sur le cinéma, certains veulent introduire une on va regarder les résultats en l'état. Pardon, excusez-moi, Monsieur Gouchepin, il faut qu'on monte les résultats et ensuite qu'on prenne congé de Monsieur Raffarin. Déjà? Oui, déjà, le temps passe très très vite. Alors, voilà, on voit les résultats qui s'affichent. C'est Emmanuel Macron à 57,2 et c'est un sondage IFOP. Voilà. Et donc juste, avant de prendre congé de vous, Monsieur Raffarin, juste une toute dernière question rapide sur, vous parliez de la droite républicaine, vous qui venez de Les Républicains, cette droite républicaine aujourd'hui, elle est morte, elle est où? Est-ce qu'il y a encore un milieu, un moyen terme entre le centre d'Emmanuel Macron et les partis dits d'extrême droite aujourd'hui? En France, il y a toujours eu deux droites. La droite bonapartiste, la droite orléaniste. Les deux droites, elles peuvent gagner avec Giscard s'il fait l'alliance de l'URPR et de l'UDF. Elle peut gagner avec Chirac s'il fait aussi cette alliance. Elle peut gagner avec Sarkozy. Quand elle se divise, elle est perdue. Valérie Pécresse n'a pas réussi à rassembler ces deux droites. D'abord parce que la droite orléaniste, la droite entrepreneuriale, la droite plus libérale, elle était en grande partie avec Macron. Aujourd'hui, elle est représentée par quelqu'un qui incarne cet espace, qui est Édouard Philippe, qui a été le Premier ministre d'Emmanuel Macron, qui a appelé à voter Emmanuel Macron, mais qui veut reconstruire le centre droit républicain. Ce que va devenir la droite bonapartiste, nous ne le savons pas encore. Il y a des gens qui ont envie de s'entendre avec Zemmour, d'autres qui veulent rester dans la sphère républicaine, donc on ne sait pas très bien, il y a des incertitudes, mais je pense que d'ores et déjà, il y a une droite qui est relativement organisée, qui est la droite qui est autrefois par l'UDF, c'est une droite là qui a, avec, je pense, beaucoup de sens des responsabilités, très attaché à un principe de dialogue et de compromis. Et donc, je pense que la droite aujourd'hui, dans l'espace républicain, c'est Édouard Philippe qui peut en être un animateur avec une compréhension et une cohésion avec le président de la République. Merci beaucoup, Monsieur Raffarin. Merci d'avoir été avec nous. Et justement, Pascal Couchepin, est-ce que ça vous fait peur quand vous voyez ça? Est-ce que vous avez peur qu'en Suisse aussi, le PLR qui, malgré tout, élection après élection, perd du terrain aussi? Ça vous arrive qu'il y ait tout d'un coup plus de PLR? Alors, vous savez, ou moins de PLR? L'offre politique en Suisse, comme partout, est beaucoup plus large que dans le passé. On constate que les Verts libéraux ou les Verts socialisants sont montés pas en puissance. Ils sont arrivés autour de 10%. Parti PLR, qui est la colonne vertébrale de la Suisse depuis 1848, sans interruption, a encore probablement un avenir, mais ça dépendra beaucoup de notre capacité de répondre aux soucis que vous avez. Comment intègre-t-on l'ensemble des citoyens dans le processus politique? Comment on réussit à faire passer des informations et on provoque? Alors, moi, j'entends avec intérêt ce que dit le Premier ministre, mais je ne voudrais pas dire quelque chose un tout petit peu critique au moment où ils viennent nous quitter. C'est des réformes au sommet qu'on est en train de faire. Et le système ne marchera pas dans les démocraties libérales. Et je mets dans les démocraties libérales, naturellement, les sociodémocrates, dont vous faites partie, ma chère voisine, ne marchera pas si on n'a pas des citoyens informés, capables de débattre, et qui ne sont pas seulement des armées au service des dirigeants centraux, à Paris, à Berne ou à Berlin. Comment faire? Je crois qu'il faut retrouver les corps intermédiaires, mais les syndicats, en France, c'est peu de choses. Le taux de syndicalisation est si faible que c'est peu de choses. En Suisse, il est un peu plus fort. Les syndicats ont des moyens. On a même découvert récemment que ils ont une fortune, le syndicat principal de Suisse a une fortune de 800 millions de francs suisses, ce qui prouve qu'il a encore certaines colonnes vertébrales et qu'il a bien géré les affaires. Excusez-moi, je crois qu'on voit à l'image justement les supporters d'Emmanuel Macron, évidemment, qui sont ravis parce qu'ils ont appris. Voilà, c'était juste cette précision. Et je vous laisse finir en disant, je suis convaincu qu'on a un problème général de démocratie. On est menacé par ce qu'on appelle les démocraties libérales, qui essayent de faire croire qu'elles sont plus efficaces, ce qui est parfois le cas, mais à la fin,
ça ne marche pas. Alors, en France comme en Suisse, on doit discuter pour savoir comment on fait pour intégrer les gens. Je suis toujours frappé de voir que les partis politiques français sont dirigés depuis le centre. Lorsqu'on veut être élu à la Confédération en Suisse, c'est d'abord l'Assemblée du village qui vous désigne comme candidat au district, puis au district, il confirme ou ne confirme pas, puis ensuite au canton, et puis le centre n'a rien à dire. Ils reçoivent les élus qui ont été désignés par la base, ce qui provoque des discussions de tendance. À la fin. Et puis, chez nous, l'UDC, enfin, comparaison n'est pas raison, mais chez nous, l'UDC gouverne, et gouverne dedans et dehors, par le biais d'initiatives de référendum, et dedans par le biais parlementaire et au Conseil fédéral, et ça fait peur à personne, en tout cas, plus disons, moi, je ne suis pas un chaud partisan de l'UDC, je m'entends très bien avec un certain nombre d'UDC, y compris d'ailleurs avec Bloret, on s'entendait bien, mais enfin, je constate qu'ils sont en train de... Ils sont le premier parti de Suisse par leur pourcentage, autour de 28%, mais apparemment, ils ont quelques problèmes. Et en Suisse, aucun parti ne tient longtemps à ce niveau. Résultat, UDC ou autre, je fais le pari qu'ils vont perdre quelques voix et ils vont se retrouver avec les sociodémocrates, les radicaux, les libéraux radicaux et le centre, dans un milieu qui est au centre. Je vous laisse réagir, Manfred Bühler, parce qu'effectivement, pour l'instant, les sondages donnent plutôt l'UDC prospère. C'est le PLR qui descend et les socialistes. Dans le dernier sondage EFS Berne, c'était ce qu'il disait. Non, nous avons eu un dernier sondage grandeur nature dans le canton de Berne il y a quelques semaines pour les élections cantonales. L'UDC est resté très stable à 25-26%. On a perdu quelques très modeste plume, le PLR a reculé de manière un petit peu plus significative en termes de sièges comparés, et puis en termes de pourcentage, il est resté relativement stable, mais à assez bas niveau. On est autour de 10% pour le PLR dans le canton de Berne. Par contre, les socialistes ont perdu beaucoup de plumes et de sièges au profit des Verts. Il n'y a pas vraiment eu de transfert entre la gauche et la droite, et je pense que l'UDC, en tant que parti gouvernemental responsable dans ce pays et dans beaucoup de cantons depuis plus d'un siècle, assume cette responsabilité, participe à la vie politique, parfois en étant un petit peu dans l'opposition. C'est aussi le cas du Parti socialiste, c'est plus rarement le cas du PLR ou du centre ex-PDC, mais je pense que cette responsabilité politique, elle est prise aussi dans les régions, dans les communes, dans les cantons. Moi, ce qui me dérange un petit peu, je dois dire, c'est quand on caricature les choses, c'est qu'on dit « Ah, Marine Le Pen, c'est uniquement l'extrême droite. Si c'était l'extrême droite, alors bonjour, la France aurait 42% d'extrémistes de droite dans son électorat. » Je ne pense pas du tout que ce soit le cas, et je crois que l'analyse qui consiste à continuer de classer le Rassemblement national dans sa forme d'aujourd'hui, incarnée par Marine Le Pen dans l'extrême droite, c'est une erreur politique fondamentale. La droite n'a pas disparu, elle se réincarne, en tout cas en bonne partie, dans le Rassemblement national aujourd'hui. Les Républicains sont tombés en dessous de 5% avec leur candidate Valérie Pécresse, c'est quand même significatif. Et je crois que cette caricature aussi du monde médiatique qui veut continuer de mettre cette étiquette qui a plus de 20, 30 ou même 50 ans, si on remonte à Jean-Marie Le Pen uniquement d'extrême droite, c'est une erreur, parce que ça veut dire qu'on ne voit pas cette évolution, ça veut dire qu'on n'a pas lu quelque part les propositions effectives dans le programme de Marine Le Pen, qui, je n'y vois rien de significativement d'extrémiste. Il y a énormément de choses qui sont déjà vécues et pratiquées en Suisse, dans une démocratie, qui vote 4 fois par année et qui n'est, Dieu ne sait pas, d'extrême, ni de gauche, ni de droite. Monsieur Couchepin, puis après je suis un peu surpris d'entendre notre collègue UDC, après avoir dit qu'il ne fallait pas intervenir dans les affaires extérieures, qu'il ne commentait pas, tout d'un coup de se fendre d'une plaidoirie en faveur de Mme Le Pen, en disant « c'est pas si mal, il faut voir, etc. » Et après, il s'étonne que de temps en temps, et je pense que c'est faux, on dit que l'UDC égale le Rassemblement national. L'UDC a la vieille formule de M. Strauss en son temps. Pendant des années, ils ont dit il faut qu'à la droite de l'UDC, il y ait le mur, point final. Aucun groupement, on les regroupe et on mène le bal. Alors, ils l'ont fait, parfois avec des accidents, parce qu'ils ont dû chasser des gens, mais dans l'ensemble, c'est un parti démocratique et pas extrême, qui ne devrait pas même essayer de défendre Mme Le Pen. Laissons les Français se débrouiller avec Mme Le Pen, ce n'est pas de notre côté à nous à dire qu'elle n'est pas aussi mauvaise que beaucoup de gens le pensent, dont moi.
Alors la grande question aussi, Sandrine Salerno, c'est aujourd'hui où sont les socialistes, hein. C'est vrai qu'en Suisse, vous n'êtes pas si mal en point qu'en France, qui n'existe quasiment plus, mais néanmoins vous perdez à la faveur des Verts. Est-ce qu'il y a encore aujourd'hui en France, et peut-être même chez nous, un avenir pour le socialisme, ou bien il se retrouve l'extrême ou dans d'autres partis? D'abord, je voulais peut-être rebondir sur ce qui a été dit auparavant sur le fait que la parole n'est plus sacrée. Vous l'avez dit, les journalistes, les politiques, les universitaires ont une parole qui est égale à celle de monsieur, madame, tout le monde. Moi, sur les réseaux sociaux, qui vais pouvoir commenter à la fois les élections présidentielles, mais durant le Covid, c'était la parole des médecins, des scientifiques versus la parole de monsieur, madame, tout le monde. Et c'est vrai qu'on est dans un monde en Suisse, en France, peu importe, où la parole n'est plus sacrée. Et je pense que ça, c'est un point, on peut le déplorer, mais on ne reviendra pas en arrière. Il va falloir qu'on trouve, on verra, il va falloir qu'on trouve à mon avis, en tout cas, des solutions sur le court moyen terme pour y faire face. Et celles qu'on a aujourd'hui, elles sont visiblement pas satisfaisantes. Après, l'image que vous nous proposez, 42,8%, je l'ai dit dans ma première intervention, je le redis, c'est quand même un score qui est extraordinairement haut. Que je ne prendrai pas à la légère. Et moi, personnellement, peu m'importe de savoir si l'UDC ressemble au Rassemblement national ou pas. C'est un score qui est très haut et qui montre une chose. D'ailleurs, pour les deux candidats, et en politique de manière générale, c'est qu'il y a un nouveau narratif à créer. Et que ce narratif, Emmanuel Macron, tout compétent qu'il est, et on l'a vu dans le débat entre deux tours, il n'a pas réussi à le créer. En tout cas, il ne crée pas un dessein, une envie collective, une croyance collective qu'il va réussir à trouver des solutions sur le monde du XXIe siècle. Et peut-être que nous... Est-ce que le Parti socialiste, est-ce que le socialisme a proposé des solutions aussi? Vous disiez, mais une grande partie de votre électorat est depuis longtemps aussi parti à l'UDC. Quelle est la responsabilité finalement aussi de la gauche dans la situation actuelle de polarisation? Je ne sais pas quelle est la responsabilité de la gauche dans la situation actuelle en France, vous voulez dire, ou en Suisse? En France, et en Suisse aussi dans une certaine mesure, puisque je pense que le monde répond de moins en moins Non, je pense que le monde change et que les politiques de droite ou de gauche ne le voient pas changer. Parce qu'ils sont tous, et moi quand je faisais de la politique, dans leur bocal, dans leur écosystème. Alors nous, il est différent, vous avez raison monsieur Couchepin, parce qu'on a une autre démocratie. On est d'abord un pays à 8,5 millions d'habitants. La ville de Genève, c'est 250 000 habitants. Donc c'est clair que vous voyez, les proportions sont un peu différentes. La physique ça change quand même énormément de choses. Cela dit, je pense profondément que le monde dans lequel nous vivons, dans lequel nous allons, est totalement différent du monde d'il y a 10 ans ou d'il y a 20 ans, et que les réponses politiques ne peuvent pas être les mêmes. Et que c'est compliqué de trouver le narratif et que les solutions toutes faites n'existent pas. Je ne sais pas quelle est la responsabilité du Parti socialiste ou de la gauche. Et à la limite, si vous voulez, aujourd'hui, moi, ce n'est pas tellement ça qui m'intéresse. Moi, ce que j'ai envie de voir quand je vois un débat politique, que ce soit en France, en Suisse ou peu importe, c'est qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui pour les impératifs qu'on a, et qui ne sont pas uniquement des impératifs nationaux ou européens, parce qu'on vit dans un monde globalisé, et on voit bien que ce qui s'est passé... Est-ce qu'il n'y a pas un problème de narratif alors du Parti socialiste aujourd'hui dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, je ne veux pas exonérer le Parti socialiste, c'est pas ça. Mais je pense que moi, ça, personnellement, ça ne m'intéresse pas, savoir quelle est la responsabilité du Parti socialiste. Ce que je vois aujourd'hui, c'est que les enjeux sociaux, sociétaux, économiques et environnementaux vers lesquels on va, on ne les a jamais connus. C'est des défis incroyables pour lesquels on est très démunis. Alors, si la solution, c'est de responsabiliser entièrement le Parti socialiste, je sais que ce n'était pas ce que vous vouliez faire. Tant mieux, on aura trouvé une bonne solution. C'était jamais tellement cru à la politique des boucs émissaires, raison pour laquelle j'aurais pas Non, simplement voté, de savoir en quoi justement il ne parlait plus et qu'il laissait précisément des gens partir dans les extrêmes aujourd'hui, que ce soit le Parti socialiste ou les partis républicains, PLR et les Républicains. Tous les partis ont le même problème. C'est vrai que le monde a changé. Je suis en train de lire une biographie de Mazzini. Vers 1830, 1840, 1850. Croyez-moi, c'était encore plus difficile que maintenant.
Et maintenant, on a théoriquement les moyens de résoudre les problèmes. Mais encore faut-il se mettre d'accord pour chercher des solutions concrètes et se mettre autour d'une table, comme le proposait M. Raffarin. Et puis, problème après problème, on n'arrivera pas par des grands discours sur les enjeux sociétaux. Il faut voir les problèmes concrets. En tous les cas, dans une petite démocratie comme la nôtre, qui est habituée à résoudre les problèmes un après l'autre, et je dis aussi longtemps que le peuple suisse accepte les résultats des votations populaires, et ça c'est quelque chose qui surprend parfois les Français. Par exemple, si le syndicat fait une revendication et qu'il y a une votation populaire qui décide contre l'avis du syndicat ne bouge plus un œil, accepte. Donc on a les moyens pour résoudre des problèmes. Parce qu'on est un petit pays riche, on verra combien de temps ça tient. Eh bien, tâchons de rester riche et de rester un pays démocratique. Et puis, on arrivera, parce qu'on a eu des périodes plus difficiles que celle-ci. Alors justement, Frédéric Ancel, parce qu'on parlait du clivage gauche-droite aussi, est-ce qu'il tient aussi aujourd'hui, ce qu'on voit dans l'urne, c'est ce que certains analystes disent, d'ailleurs, c'est la France des fâchés, la France en colère contre la France des élites, la France justement des laissés sur le carreau pour des questions aussi financières, contre la France prospère, libérale? Alors entre autres, oui. Pour l'instant, je crois qu'on a évoqué beaucoup de choses. On n'a pas évoqué l'aspect ou la dimension sociale. La France s'appauvrit. La population française se paupérise. Autrement dit, on n'est plus dans le schéma de 1974 aux années 2010 où il y avait un ralentissement de l'augmentation des richesses, mais depuis maintenant une dizaine d'années, l'État et la population perdent de l'argent. Autrement dit, le gâteau se rétrécit. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental parce qu'effectivement, parmi les électeurs de Marine Le Pen, il n'y a pas seulement ceux que, selon le grand historien de Sciences Po, René Raymond, monsieur le Premier ministre n'a pas mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire les légitimistes, cette troisième droite, donc l'extrême droite, légitimiste au sens de la monarchie, fin 19e et encore début 19e. Il n'y a pas que des fachos, entre guillemets, comme l'a dit récemment une personnalité politique française, mais il y a effectivement beaucoup de fâchés. Et d'ailleurs, il faut bien constater qu'une partie, on ne sait pas encore combien, une partie de l'électorat qui a voté à la gauche dure, à la gauche radicale, celle de M. Mélenchon et d'autres d'ailleurs, s'est reportée sur Marine Le Pen. C'est la fameuse théorie du fer à cheval de Jean-Pierre Faye, un autre Sciences Po, qui établissait qu'en réalité, entre les programmes de l'extrême droite et l'extrême gauche, au fond, on se rejoignait souvent. Donc le social. Et de ce point de vue-là, il y a une différence très fondamentale avec la Suisse et avec des pays, notamment en Europe du Nord, qui s'en sortent globalement mieux. J'ajoute d'ailleurs, si vous permettez, que si Johnson est toujours au pouvoir aujourd'hui en Angleterre, et s'il a réussi à faire passer le Brexit, entre nous soit dit, on n'est pas là pour parler de l'Angleterre, mais sur des mensonges extrêmement gros, c'est grâce au fait qu'une partie, et avec l'aide de la Russie, c'est grâce au fait qu'une partie... Je suis désolée, mais il y a Marine Le Pen qui s'exprime, on va juste l'entendre, et puis je vous redonne la parole tout de suite après pour réagir là-dessus. Marine Le Pen. Avec tous ceux qui ont la nation chevillée au corps. Le Rassemblement national œuvrera à unir tous ceux d'où qu'ils viennent, qui veulent se rassembler et rassembler leurs forces contre la politique d'Emmanuel Macron afin de présenter ou de soutenir des candidats partout et donc dans votre circonscription, en métropole, en Outre-mer et dans les circonscriptions de l'étranger. Je vous invite d'ores et déjà à les appuyer de toutes vos forces et dès le 12 juin à voter pour eux. Rappelez-vous, mes amis, qu'il n'y a pas de fatalité quand les Français déjouent les pronostics. Continuez de garder espoir et nous donnons les moyens de les défendre. Le score historique de ce soir place notre corps dans d'excellentes dispositions pour obtenir un grand nombre de députés en juin prochain. La passion de l'avenir qui nous anime, nous voulons la mettre au service de la plus belle ambition qui soit, de la seule ambition qui vaille et que je suis sûr vous partagez avec nous, la France. Ce soir, je le redis, jamais je n'abandonnerai les Français. Vive la République, vive la France. Score historique. Frédéric Ancel. Oui, non, mais bien sûr, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un score historique. D'ailleurs, on entend une Marine Le Pen extrêmement remontée sur le fameux troisième tour dont parlait Jean-Luc Mélenchon, puisqu'effectivement, aux législatives, les choses vont être importantes. Donc j'évoquais le social il y a un instant. Elle a fait sa campagne, non pas tant sur l'identité et encore moins sur le nationalisme, peut-être même pas d'ailleurs contre l'Europe. Elle a même sacrifié M. Poutine, son ami et banquier, au profit d'un point programmatique fondamental qui a manifestement très bien marché, c'est le pouvoir d'achat. Donc c'est le social. Et
enfin, un dernier point, si vous le permettez. L'État en France incarne une dimension quasiment psychanalytique. Hein. L'État, c'est papa. On veut de l'État. Et vous avez raison, tout à l'heure, Monsieur le Président, d'avoir rappelé que les Français sont très contestataires. Et néanmoins, s'ils cherchent à changer souvent les gouvernements et parfois même les régimes politiques, ça c'est un fait, ils ne veulent pas moins d'État. Au contraire. D'ailleurs, les ultra-libéraux, en réalité, ou les vrais libéraux en France, il n'y en a pratiquement pas. Le dernier en date, c'était Monsieur Madelin en 2002, il a fait 4% des voix. Bon, les autres ne sont pas de vrais libéraux au sens capitaliste du terme. Or, vous avez là aujourd'hui, me semble-t-il, une dichotomie forte, une contradiction forte entre ce que vous avez très bien dit tout à l'heure, l'un et l'autre, c'est-à-dire un affaissement de l'autorité, notamment l'autorité du savoir, l'autorité de l'information pensée, établie, vérifiée, hein, notamment face au complotisme, et la volonté très forte, très farouche des Français de maintenir un État fort. Donc un gap entre l'affaiblissement de l'autorité, et notamment encore une fois l'autorité du savoir, et là le besoin d'un État protecteur, notamment protecteur sur le plan social, mais protecteur notamment aussi sur le plan géopolitique. Et le dernier point, et c'est promis, c'est quand même celui qui concerne la France en tant que puissance, parce que l'État français est extrêmement ancien. Je vous fais grâce des Mérovingiens. C'est bien parce que c'est vous, on n'a pas le temps ce soir. Mais on remonte quand même à Capet concernant l'État très ancien. Frédéric Ancel, Marine Le Pen a fait son score aussi ce soir sur un programme qui proposait quand même de la proportionnelle, du référendum à la Suisse, et donc un autre programme que cet État papa, roi ou autre. Alors oui et non, parce que la proportionnelle, c'est une manière de modifier la composition des gouvernements, ou en tout cas d'accentuer la possibilité pour les représentants directs du peuple d'établir un rapport de force avec le président, mais ça ne veut pas dire moins d'État. D'ailleurs, dans son programme, il y a plus de policiers, plus de gendarmes, plus de militaires d'ailleurs. Donc de ce point de vue-là, au fond, on n'a pas non plus affaire à quelqu'un qui veut se départir de l'État. D'ailleurs, elle évoque aussi sur le plan européen de l'Europe des patries, de l'Europe des nations, autrement dit, de l'Europe des États, et des États même extrêmement souverains. Hein. Donc si vous voulez, si vous ajoutez à ça qu'un État extrêmement ancien, un État très centralisé, et qui se représente comme un État nécessairement puissant, sachant que la puissance, ça coûte cher, et qu'Emmanuel Macron, candidat, je pense qu'il tiendra cette promesse au regard de ce qui se passe en Europe orientale, a décidé d'augmenter substantiellement le budget de l'armée, eh bien, on a affaire à une France qui ne peut pas être comparée, me semble-t-il, à la Confédération helvétique, mais quasiment en aucun point. D'ailleurs, vous l'avez bien dit, chacun d'entre vous. Mais je pense que tout cela correspond à une particularité qu'il faut réellement prendre en compte. Une question. Oui, alors Sandrine Salerno, juste, je voulais... C'était peut-être le pendant sur... je suis totalement d'accord, hein, ça peut paraître antinomique, mais... on a vraiment entendu chez les deux candidats d'ailleurs, hein, le discours sur l'État-nation, le fait que les deux avaient une posture assez rassurante, elle plutôt maternelle de mère patrie et lui de président qui était déjà de toute façon en exercice. Donc ça, on le ressent très fort et je pense que il tire aussi les leçons de 2 ans de situation sanitaire très tendue où les gens ont besoin d'une protection, ont besoin d'un État qui soit fort et donc un État qui a des moyens. Et la question qui va se poser, à mon avis, assez vite, c'est quelles seront les politiques fiscales que Emmanuel Macron va mettre en œuvre. Parce que sur la politique fiscale, il a été taxé très rapidement de président des riches. Et pour tout ce qu'il a articulé, elle aussi d'ailleurs, sauf qu'elle, on voyait bien que c'était un peu moins consistant. Ça sera intéressant de voir comment il arrive à insuffler une nouvelle politique fiscale. Parce que vous avez raison de le dire pour la France, mais pour tous les pays. Ils s'appauvrissent, mais le corollaire, c'est en fait il y a un enrichissement, mais l'enrichissement n'est pas redistribué auprès de tous les citoyens. Donc la Piketty vient de sortir un de ses derniers livres, je pense que vous n'avez peut-être pas eu le temps de le lire, mais quand même. Très apprécié à gauche. Il fait quand même un travail pour le coup d'intellectuel, donc si la parole doit être de nouveau avoir un statut sacré, ou en tout cas légitime, il va falloir aussi la respecter. Et on le voit en Suisse. Alors, ça se calcule par une formule mathématique, l'indice de Gini. Il y a de l'argent, il y a de plus en plus d'argent, mais il est sur un nombre très restreint de personnes. Et c'est aussi ce qui a fonctionné
dans le discours de Mélenchon, qui a fait que Mélenchon est quand même arrivé beau troisième et proche de Marine Le Pen, et que par contre, le discours d'Hidalgo, qui représente le PS, était totalement effondré. Parce qu'à ce niveau-là, le narratif, la réalité, c'est qu'il n'y avait rien. En ce qui concerne le coefficient de Gini, il faut quand même dire que la Suisse est assez bien placée, 0,3 ou 31. On est au niveau des démocraties social-démocrates du Nord. Je crois que le point de vue là, ça va assez bien. En ce qui concerne la France, moi, je suis toujours frappé de voir que les gens protestent parce qu'à la fin du mois, ils n'ont plus rien. Mais ils n'ont plus rien, non seulement parce que les salaires sont ce qu'ils sont, ça dépend de la productivité, mais la productivité française est bonne en général, mais ça dépend aussi de tous les prélèvements qui sont faits. Et à la fin, alors je sais que c'est quasiment impossible politiquement, la solution, est-ce que ce ne serait pas de libérer de nouveau des moyens, c'est-à-dire réduire l'emprise de l'État fiscalement, au lieu de la renforcer, ce qui va encore rendre les gens plus furieux parce qu'ils n'auront encore moins de moyens pour décider ce qu'ils veulent faire de leur argent, de réduire la fiscalité française, de réduire l'emprise de l'État pour redonner aux citoyens des moyens qui leur permettent d'avoir le sentiment d'être un peu libres dans la manière de gérer leurs biens. Ce que vous êtes en train de proposer, ce que Mme Salerno souhaite, c'est que la fiscalité augmente encore. La fiscalité française est à 50 ou 52% du produit national brut passe par l'État. C'est le maximum. Elle est au maximum. Oui, elle est au maximum. Alors, si on veut aller plus loin, ça signifie que les citoyens auront encore moins d'argent à disposition. Et ils vont devenir fous furieux, encore davantage, parce qu'on les met sous tutelle. Alors, on a beau vouloir un État fort. Moi aussi, je veux un État fort. Et je crois qu'un État fort est un État qui a les moyens financiers. Si l'État suisse s'est bien débrouillé ces dernières années, c'est parce qu'on a été un État libéral qui a essayé de réduire la dette. On l'a fait, qui a essayé de ne pas trop presser les citoyens, ce qui donne une certaine liberté. Si la France veut encore augmenter l'aspect paternel de l'État, mais les gens vont devenir fous furieux, comme disaient les adolescents. Donc vous dites moins de social, et c'est ça qui les calme. Je ne dis pas moins de social, je dis un système efficace, plus efficace, dans lequel on redonne des responsabilités aux citoyens. Alors, il ne faut pas traduire tout de suite en disant moins de social, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Et si j'étais français, j'aurais quelques idées là-dessus, mais enfin, je crois que le système est tel que ça ne marchera pas, mais ça ne marchera pas. On va faire réagir effectivement Philippe Ball, mais malheureusement, on doit lancer la publicité. On se retrouve dans quelques instants. Et puis on se disputera pendant la publicité, ce qui est une bonne manière. Le point de retour, spéciale présidentielle française, vue de Suisse, à Genève, en direct, jusqu'à 21h. Donc là, on va faire réagir, on en était à Monsieur Couchepin, à Pascal Couchepin, qui préconisait pour rendre un peu du pouvoir d'achat aux Français, un peu moins de social, un peu plus de responsabilité. Non, alors je n'ai pas bien compris. Pour réduire l'emprise de l'État, qui intervient en tout lieu, ça commence aussi en Suisse. Maintenant, certains partis ne font que proposer de distribuer des subventions pour pousser les gens à faire le bien. Alors, chaque citoyen décide ce qui est le bien, c'est pas à l'État de le faire, et surtout pas le faire avec des prélèvements fiscaux qui deviennent excessifs. Alors, moi, je suis pour un État fort, français, suisse, mais un État qui laisse un certain montant aux gens pour décider par eux-mêmes ce qu'ils souhaitent. En France, à 20, 30 euros, ça bouscule les budgets des familles. Ça ne va pas. Il faut qu'il y ait un peu plus, sinon ils seront révoltés en toutes circonstances. Philippe Ball, c'est vrai que de Suisse, on a l'impression qu'effectivement la France, il y a un tissu social extraordinairement fort, d'assurance, etc. Et en même temps, des gens qui justement sont fâchés, votent aux extrêmes, ou enfin, disons que manifestent leur mécontentement parce qu'il n'y a pas assez d'euros. D'ailleurs, le pouvoir d'achat, ça a été le thème principal dans cette campagne. Comment est-ce qu'on explique ça? Expliquez ça à nous, les Suisses. Non, c'est difficile à expliquer parce que c'est un État formidablement social, la France. Quoi qu'on en dise, il y a des tas de choses qui marchent très bien. Ça coûte très cher, c'est un État qui coûte effectivement très cher, mais où les citoyens sont en sécurité. Sécurité pour la santé, sécurité de l'éducation. Enfin, les choses de base sont
apportés gratuitement par l'État. Donc ça se paye. Après, alors pourquoi ils sont fâchés? Pourquoi ils disent qu'ils n'ont plus d'euros à la fin du mois? Alors une fois de plus, je voudrais revenir sur la haine de Macron. C'est quelque chose qui naît beaucoup dans les réseaux sociaux au moment des Gilets jaunes, parce qu'avant, c'est un jeune président, il énerve parce qu'il ferait 15 kilos de plus, il aurait 20 ans de plus, on dirait « Ah, quelle prestance !» Mais là, il est jeune et mince. Donc ça, il y a un vrai problème. François Hollande, déjà. On a dit voilà, c'est ça, il avait 15 ans donc de plus. Donc déjà, il y a un truc, il y a des tas de gens qui, en France, hein. ça picole beaucoup, tout ça. Bon, bref, les gens aiment bien que c'est un peu... Bon, voilà. Donc, il n'a pas le profil. Mais il y a autre chose qui est bien plus sournois. C'est que... il a travaillé, d'ailleurs, tout le monde a le droit, hein, il a travaillé à la banque Rothschild. Alors on a fait... Les banquiers privés. Oui, les banquiers privés. Donc on a fait une espèce d'amalgame dans les réseaux sociaux extrêmement virulent, très fort, où tout d'un coup c'est devenu... parce que la haine de Macron, derrière la haine de Macron, il y a une espèce de folie antisémite qui s'est exprimé dans les manifs, et on a vu Macron avec les doigts crochus, le nez, enfin toutes les caricatures qui sont absolument insupportables dans une démocratie. La critique de Macron est légitime, la haine de Macron est horrible, et elle n'est pas acceptable démocratiquement. Et il y a cette haine de Macron qui traverse, qui est malsaine dans le pays, qui a servi beaucoup d'ailleurs Madame Le Pen, qui évidemment ne s'est pas appuyée au premier degré là-dessus, mais quand même avec des tas de sous-entendus, qui a dénoncé la rapacité du système Macron, alors qu'il n'y a pas de système Macron. Macron se comporte comme un démocrate, et il s'est plutôt bien comporté. Pendant la crise des Gilets jaunes, il a affronté le mécontentement avec un certain courage, parce que quand on a l'expérience de parler à des gens dans des salles pleines, vous savez que c'est très difficile de faire ça quand les gens sont extrêmement hostiles, voire violents. On a vu d'ailleurs, il a même pris des coups. Macron, vous vous rendez compte, il a pris des coups en France, ce qui est hallucinant, c'est inacceptable. Et ça, les journaux normaux, enfin les journaux de la presse, pluralistes, les chaînes de télévision, en ont fait l'écho. S'en sont fait l'écho, ce qui est normal. Se sont fait l'écho des horreurs qu'il y avait sur les réseaux sociaux. Du coup, ça s'en fait l'écho, mais ça les relaie aussi. Donc ça crée une situation de colère bizarre. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, la France, contrairement aux autres pays, à d'autres pays d'Europe, comme l'Angleterre par exemple, n'a pas eu, au moment de sa révolution, une très grande expérience démocratique. Entre 1789 et 1792, ils ont fait les droits de l'homme, l'abolition des privilèges, etc., très vite, mais très vite, l'absolutisme et l'État fort, et avec la monarchie absolue, qui est dans les gènes de ce pays, s'est reporté sur les dirigeants, et ça a fait gagner les extrêmes, c'est-à-dire Robespierre, les Jacobins, et ils ont repris le pouvoir à fin 92-93. Alors j'aimerais juste vous interrompre. Donc on a une expérience de l'autorité absolue dont on n'arrive pas à se démettre en France, et qui va avec la terreur, qui va avec la violence politique, qui va avec l'expression d'une forme de haine. Et j'espère que le quinquennat qui viendra nous fera faire le deuil de cette terreur historique qui revient sans cesse chez nous dans notre système politique. Alors, je vous fais réagir justement. Jean-Luc Mélenchon déclare qu'Emmanuel Macron est le président le plus mal élu de la Ve République. Voilà. Alors, par exemple, Mélenchon, c'est typique. C'est exactement le même système que le robespierrisme et le trotskisme avec Lénine en 1917 à Pétrograd. C'est-à-dire, ce sont des minorités qui veulent prendre le pouvoir par la violence et qui délégitiment le corps électoral. Là, ce que commence à faire Mélenchon, mais commence à le faire depuis déjà plusieurs mois, il commence à délégitimer le corps électoral. C'est pourtant normalement sacré en République. En disant « Ah mais non, nous qui votons ailleurs et qui votons pas, qui votons blanc, qui abstenons, on est plus forts, on est plus nombreux. » C'est-à-dire qu'on ne joue pas le jeu de la démocratie et de la République tout en se réclamant de la République. Il n'y a rien de plus pervers, à mon avis. Et la gauche, elle ne reviendra pas au pouvoir en France avant de longues années, parce que Mélenchon a justement s'est imposé comme le leader d'une gauche qui ne peut pas être élue. C'est impossible. Et tant que cette gauche sera en quelque sorte colonisée par Mélenchon, elle ne pourra pas revenir au pouvoir. C'est clair et net. Tous les gens qui étaient d'une gauche social-démocrate, aujourd'hui votent Macron, parce qu'ils n'ont pas le choix.
Frédéric Ancel, est-ce qu'on a de la peur aussi, enfin, on a de la peur à se faire justement pour l'Europe, parce qu'Emmanuel Macron est élu et à travers lui, c'est un programme pro-européen. Néanmoins, les candidats, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Éric Zemmour, dans une moindre mesure évidemment, ont été élus aussi sur des programmes très souverainistes, anti-Europe. Oui, enfin, on a voté pour eux, on fait des scores tout à fait impressionnants malgré tout, pour certains, sur des programmes justement anti-européens, voire anti-OTAN, clairement très anti-atlantistes. Est-ce que justement... Disons-le, pro-russe. Pro-russe, et précisément, justement, quel est l'avenir pour l'Europe? Enfin, est-ce que, justement, on va avec ce souverainisme rampant ou dans certains pays, est-ce que, justement, on a du souci à se faire davantage encore pour l'Europe aujourd'hui? 40%, il n'est pas rampant, le souverainisme. Ouais. Bouteille à moitié vide, bouteille à moitié pleine, Emmanuel Macron est ce candidat qui, il y a 5 ans, n'hésite absolument pas, crânement, à faire sa campagne, alors entre autres points programmatiques, sur l'Europe, à un moment où les Français n'étaient pas très très chauds, en tout cas une partie importante de l'électorat. Et je rappelle que quelques années auparavant, nous avions, alors pas moi, mais mes compatriotes avaient voté à 55% contre le traité constitutionnel. Et bien malgré tout, il avait été élu et très largement. Aujourd'hui, il est de nouveau élu, moins largement, mais largement quand même. Or, tout aussi crânement, peut-être davantage encore, il a défendu mordicus non seulement l'Europe, mais depuis 5 ans l'Europe puissance, en indiquant d'ailleurs que même dans le cadre de l'OTAN, il fallait accroître une certaine autonomie. Donc je vous dirais que, en réalité, dans l'isoloir, il me semble que la variable principale de prise de décision, cette fois encore, pour les Français, n'a pas été les affaires étrangères, la défense, les questions européennes, sans doute à tort d'ailleurs, je le regrette. Mais, et sachant en plus d'ailleurs, effectivement, que la guerre aujourd'hui est en train d'advenir à l'est du continent. Et donc, si vous voulez, bien sûr qu'on a quasiment 50%, un peu moins de 50% des gens, on l'a bien vu au premier tour, qui acceptaient de voter, vous l'avez très bien rappelé, ou de donner leur confiance à des gens qui n'étaient pas très favorables ou pas favorables du tout à l'Union européenne, ou de manière très hypocrite, voire qui étaient très favorables à Poutine, y compris en pleine agression de l'Ukraine. Néanmoins, je pense que ce sont des gens qui, pour l'essentiel, n'étaient pas militants sur ce point de vue-là. Je veux dire par là qu'ils n'étaient pas spécialement sympathisants de l'anti-européisme ou de M. Poutine, mais que, encore une fois, ce n'était pas leur problématique principale. Et ça nous renvoie à quelque chose qui est extrêmement grave, c'est qu'effectivement, si on ne continue pas à faire l'Europe, si on n'accroît pas l'Europe, enfin la puissance de l'Europe, on s'appauvrira davantage encore, on s'affaiblira davantage encore, notamment face à M. Poutine, mais demain face à Xi Jinping ou à d'autres puissances. Et par conséquent, il faut absolument le faire. Mais vous voyez, je serais peut-être moins pessimiste ou plus optimiste que beaucoup d'observateurs depuis quelques heures, quelques jours, quelques semaines, et notamment depuis quelques minutes, parce que malgré tout, à la fin des fins, le candidat de l'Europe en France l'a emporté largement au premier tour, et finalement, il l'a quand même emporté au second tour aussi. Sandrine Salerno, néanmoins, justement, quelle est la place de la Suisse dans cette Europe puissance? Tout à l'heure, on avait 2 avis divergents sur avec qui il faudrait le mieux tracter, que ce soit Marine Le Pen ou Emmanuel Macron. Mais la Suisse est très souverainiste aussi, et pour l'instant, elle est en délicatesse vis-à-vis de l'Europe. Donc, est-ce que ça sera plus compliqué pour elle d'avoir Emmanuel Macron et son Europe puissance comme programme dans ses propres négociations vis-à-vis de l'espace? Je ne suis pas persuadée que ça sera plus compliqué pour elle. Je pense que ce qu'on a observé depuis la Suisse, c'est que l'Europe a les problèmes de l'Europe et que la Suisse, ça intéresse peu l'Europe. Alors, je ne sais pas qui disait, je crois que c'était vous, que M. Macron n'aimait pas la Suisse. Je pense que M. Macron ni n'aime ni ne déteste la Suisse. Je pense que on a des intérêts économiques et commerciaux les mutuels. Enjeux de l'Europe dans un monde globalisé, de nouveau, je l'ai dit plusieurs fois, mais je le redis ce soir, qui va mal et qui a plein de défis qui vont dépasser la Suisse, le rôle de la Suisse, que veut faire la Suisse. Il faudrait que la Suisse... On a beaucoup dit que les électeurs et électrices français faisaient un travail psychanalytique quand ils élisaient le locataire de l'Élysée. On a, nous aussi, un travail à faire de notre côté sur notre relation avec l'Europe. Et je ne pense pas qu'on va être, nous, la Suisse, dans l'agenda européen. Je pense que l'agenda européen, il va être vraiment sur des enjeux d'inclusion sociale, de rapport aux autres pays. On parle beaucoup de ce qui se passe en Russie, en Ukraine, où vous l'avez dit aussi en Chine, mais il y a aussi tout ce qui est en train de se passer en Afrique.
On a beaucoup de pays qui commencent, qui l'ont annoncé encore, je crois, il y a une dizaine de jours. Le Sri Lanka qui ne peut plus rembourser la dette. On a toute une série de pays qui ont annoncé qu'ils ne rembourseraient pas leur dette. On sait qu'on a des tensions à la fois sur les enjeux énergétiques, les enjeux de nourriture et les enjeux d'eau potable qui vont nous impacter, nous tous, les humains, sur cette planète assez rapidement. Hein. Et je pense que ça va être les enjeux qui vont monopoliser l'attention de l'Europe. Beaucoup moins la situation un peu exceptionnelle de cette Suisse qui est au cœur de l'Europe. Et pour moi, ce qui me semble intéressant d'observer et de vivre aussi dans les 5 prochaines années, c'est en définitive ce président Macron, il a 5 années devant lui qui ne vont pas être faciles, ça je pense qu'on en est toutes et tous conscients, mais en même temps il ne se représentera plus. Donc il a aussi la capacité de faire des réformes, d'avoir des actions politiques et pas uniquement des discours politiques, parce que notamment sur l'écologie, ça c'est vrai que la pique de Mme Le Pen était assez juste, il a beaucoup parlé d'écologie, il n'a pas fait grand-chose, à part promouvoir de nouvelles centrales. Mais les Français n'ont pas voulu non plus plébisciter l'écologie politique. Enfin, le candidat d'Europe Écologie Les Verts a fait moins de 5%. Ça veut dire que les Français, il y a une réalité du porte-monnaie qui n'est pas la réalité de... On reprendra cette discussion au fur et à mesure qu'on va avancer, quand on voit les derniers rapports, et de nouveau, la parole des scientifiques, elle n'est pas sacrée, mais elle est importante. On a la chance d'avoir le GIEC qui siège à Genève. Ils ont sorti depuis une année toute une série de rapports sur l'état de la planète et notamment le parcours d'augmentation des températures. On sait qu'en 2030, on arrive au fameux 1,5% d'augmentation des températures qui était le premier seuil des accords de Paris. Donc ça, c'est des vrais défis. Et moi, Macron, son gouvernement, l'Europe, je les attends beaucoup sur ces enjeux-là. Comment on va répondre? Parce que là, on a tous, à part vous, Laetitia, qui avait encore une certaine jeunesse, mais enfin, on est tous aussi d'un monde du XXe siècle. On n'est pas nés au XXIe. Oui. Je ne sais pas quel âge vous avez. C'est moi qui distribue la parole. Voilà, ça, c'est les vrais enjeux pour moi. Les enjeux sociaux et les enjeux... Pascal Couchepin, même question vis-à-vis de l'Europe, la Suisse... Attendez, une seconde. D'abord, une formule générale. Je crois que le monde n'ira pas mieux si nous allons moins bien. Donc, on doit essayer de régler les problèmes pour qu'on aille mieux et qu'ainsi on puisse participer avec plus de clarté et de bonne santé à résoudre les problèmes mondiaux. Je partage l'avis de Mme Salerno qu'il y a des problèmes à résoudre et on essaye de le faire. Mais en tous les cas, il ne faut pas dégrader notre situation sous prétexte qu'ainsi on sera misérable comme les autres. Non, on doit avoir une politique. Alors, avec l'Europe, moi je suis de ceux qui regrettent l'abandon du contrat cadre, mais enfin, c'est ainsi fait. Maintenant, il faut trouver des solutions. C'est votre conseiller fédéral, notamment. Le Conseil fédéral, c'est une organisation collective, et je regrette que cette organisation collective, ce collège, ait renoncé à ce contrat, mais c'est passé. C'est une erreur, mais il faudra la corriger, et je pense qu'on y arrivera, du moins je l'espère. Est-ce que la Suisse... En ce qui concerne ensuite le reste, la Suisse ne peut être qu'ouverte au monde. Elle ne peut être que libre-échangiste. Je rappelle qu'1 franc sur 2 est gagné à l'exportation en Suisse. On a une balance commerciale positive, une balance de paiement positive, il faut essayer de garder ça. On garde ça en passant des accords de libre-échange avec le Mercosur, en améliorant l'accord de libre-échange avec le Japon, en cherchant d'autres accords de libre-échange avec les États-Unis, pourquoi pas, mais avec les États-Unis, les taxes sur l'exportation et l'importation sont si faibles que ça ne change pas grand-chose. Il faut régler les problèmes sociaux en Suisse parce qu'on a des difficultés à moyen terme pour financer nos systèmes sociaux que je veux conserver. Et parce que je veux les conserver, il faut trouver des solutions. Il faut aussi, en Suisse, régler les problèmes sans exclusive, les problèmes d'environnement. Je suis partisan, on peut discuter des jardins solaires, comme on dit maintenant. Je crois qu'il ne faut pas renoncer au nucléaire dans la mesure où il y a des nouvelles technologies. La France, à mon avis, a pris une décision courageuse en disant qu'il faut construire, je crois, 16 centrales. Il faut aussi développer des centrales petites et trouver des moyens. Les Belges ont sur ce point-là des solutions pour réutiliser, réduire la durée de nocivité des déchets atomiques. Il ne faut pas avoir une attitude dogmatique dans ce domaine-là. Et puis, si on va bien,
on pourra aider les autres et participer au sauvetage du Sri Lanka qui est victime. La puissance d'Emmanuel Macron va nous laisser justement être libre-échangiste comme on a envie de l'être. J'espère. Ce n'est pas lui qui va décider pour nous. Maintenant, est-ce que la France sera libre-échangiste ? J'ai entendu dire que justement sur le Mercosur, il était très fier d'avoir abandonné le contrat de libre-échange de l'Union européenne avec le Mercosur. Je crois que c'est une erreur. Même si l'Europe doit se protéger d'une certaine manière, l'Europe, c'est une grande puissance, mais c'est le même produit national brut que les États-Unis, et il y a tout le reste du monde, de la Chine, qui augmente. À la fin, il faut trouver des solutions pour échanger avec ces pays-là. Ne pas en dépendre trop, mais échanger avec ces pays-là. Et quand l'échange est bon, Frédéric Ancel, vous n'êtes pas le porte-parole d'Emmanuel Macron, mais vous connaissez bien sa politique d'Europe puissance, vous répondrez sur les possibilités pour la Suisse. C'est très intéressant parce qu'il y a une question fondamentale, c'est la question de l'énergie. Les ressources énergétiques de l'Europe aujourd'hui sont déclinantes depuis plus de 15 ans. Si on se concentre sur le pétrole, le charbon, c'est de toute façon du passé en Europe, sauf un peu en Allemagne et en Pologne. Et le gaz, on en utilise aussi de moins en moins parce que les ressources propres de l'Europe, c'est-à-dire la mer du Nord, en gros, en résumé, sont déclinantes depuis bientôt 20 ans. Et puis on ne peut plus importer davantage ni de pétrole ni de gaz, parce que bon, il y a des problèmes maintenant géopolitiques évidemment avec la Russie, mais le reste du monde en veut. C'est la Chine qui grandit, c'est l'Inde qui grandit, etc. Donc on a beaucoup moins, on va parler de 10% environ de ressources énergétiques, maintenant je dis fossiles, en Europe en moins. Et donc ce gâteau qui se rétrécit maintenant pour la première fois, vous l'avez dit M. Ancel tout à l'heure, en France, ce gâteau économique à partager, ça va être le lot de l'Europe entière. La Suisse, on est une petite île très ouverte, très protégée, très riche. Pour l'instant, on ne le sent pas vraiment. Mais je vous assure que les pays un peu moins riches en Europe, on parle aussi de la Grèce, de l'Italie, de l'Espagne, ils sentent ce choc énergétique. Alors, ce n'est pas un choc qui arrive brutalement comme les chocs pétroliers dans les années 70, mais c'est une lente érosion de la capacité d'action économique, donc aussi politique ou sociale de l'Europe, qui est déjà en cours. Et les Gilets jaunes et d'autres protestations sociales en France ne sont qu'un symptôme émergent de ce problème structurel énergétique. Moins d'énergie, c'est moins d'économie, donc c'est moins de recettes pour l'État, quel que soit le taux de prélèvement, si on est à 50 ou à 40, si vous avez un plus petit gâteau pour prélever ces moyens par l'impôt, il y aura forcément moins de ressources à partager. Donc l'Europe, son plus grand défi aujourd'hui, c'est pas de savoir si elle doit être plus fédérale, moins fédérale, plus puissance, avoir une armée ou pas. À mon avis, c'est uniquement le défi énergétique, parce que les autres parties du monde vont capter ces ressources. Et si on se détourne, j'ai aucune sympathie pour M. Poutine, j'aimerais bien que ce soit très clairement dit, si on se détourne des ressources aussi fossiles qui pour l'instant sont encore indispensables, notamment de la Russie, l'Europe va avoir une chute énergétique encore plus brutale et d'autres parties du monde ne pourront pas compenser cela. Et si en plus on sort du nucléaire comme le veut Mme Salerno, alors c'est encore pire. Et là, je crois que la France a pris une très bonne décision en relançant ces programmes. Alors, Philippe Ball, est-ce que justement Emmanuel Macron va reparler avec Vladimir Poutine ? Certainement. Je pense que oui. Enfin, il parle régulièrement, mais je veux dire renégocier avec. C'est très important ce qui vient d'être dit. Effectivement, l'énergie, c'est ce qui tient les régimes. C'est ce qui tient les pays. Ça fait rouler les camions, ça fait le chauffage, ça fait la lumière, ça fait la manufacture, ça fait le goudron sur les routes. C'est-à-dire que les engrais, ça fait même les hôpitaux, les engrais, etc. Donc tout ça, c'est des sources d'énergie. Donc on a un vrai problème avec ça. Et si l'Europe ne devient pas une puissance, elle ne veut pas agir sur ces marchés en ordre dispersé. On l'a vu avec les vaccins. Nous n'avons pu avoir les vaccins que parce que nous étions soudés, et nous n'avons pu sauver nos jeunes industriels, les petites entreprises, voilà, que parce que nous étions soudés et que la Banque Centrale Européenne nous a permis de financer l'arrêt du travail pendant la pandémie. Donc on a besoin de cette Europe, mais il va se passer quelque chose, peut-être la bonne nouvelle, parce qu'on voudrait être un petit peu optimiste dans une soirée comme ça. Il y a un point, sans doute, c'est que l'Europe, évidemment, a du mal à se constituer, mais on en sent tous sa nécessité. Et aujourd'hui, la configuration politique de l'Europe montre que Emmanuel Macron est une espèce de leader naturel. C'est pas Scholz qui vient d'arriver, ce sont pas les petites démocraties qui sont très importantes du Nord, c'est évidemment plus l'Angleterre, l'Italie est en soutien de la France très fort, l'Espagne aussi plutôt, et c'est
vraisemblablement, le président de la France, Marine Le Pen, ça aurait été une catastrophe nucléaire qu'elle soit présidente de la République, parce qu'elle aurait cassé le processus d'unification de l'Europe. Elle avait dit d'ailleurs lors d'un débat, vous voyez, j'enlèverai le drapeau européen derrière le président. La première chose, c'est hallucinant qu'elle dise une chose pareille, mais moi j'ai trouvé ça extrêmement franc de sa part, mais très, très choquant pour l'avenir. Et donc, le fait que ce soit Macron est une chance pour l'Europe, parce que, quoi qu'on pense de sa politique, c'est un Européen confirmé, c'est un grand Européen, comme l'a été le président Mitterrand de 1947, qui faisait partie du mouvement des Européens. Mitterrand a été louvoyant sur des tas de choses et toujours des fois pas très propre et pas très clair, mais sur l'Europe, il a toujours été impeccable. Même De Gaulle, qui était contre, vraiment pour des raisons sentimentales, des affects personnels, qui n'aimait pas trop cette histoire, savait que c'était l'avenir. Et c'est lui qui a commencé avec la réconciliation franco-allemande. Le président Giscard d'Estaing était un Européen. Peut-être que c'est Chirac qui a été le moins européen des présidents, et on l'a payé assez cher. On a perdu presque 15 ans à cause de lui. Mais là, l'Europe va repartir. On est obligé, c'est une nécessité vitale pour les raisons que vous disiez, mais pas que pour les raisons que vous disiez. Parce que si l'Europe marche à peu près, elle est aussi une menace pour les régimes qui ne sont pas démocratiques, qui ne sont pas libéraux. Elle est une menace philosophique, politique pour Xi Jinping, pour Poutine. On le voit parce que Poutine vient de déclarer la guerre en fait à l'Europe. Et donc il faut que l'Europe soit forte pour non pas imposer son modèle, mais pour sauver son modèle. On doit bientôt rendre l'antenne. Très rapidement, un mot peut-être. On va y revenir sur l'Europe. Un mot sur quelle est la leçon qu'on doit tirer ce soir de cette élection. Petit tour de table rapide. Pour moi, le plus positif de tout, c'est que la France, qui est au cœur de la construction européenne, a élu un président européen qui va vraisemblablement être un leader de la construction européenne. Frédéric Ancel. Avertissement sans frais. C'est-à-dire, c'est ce qui a été très bien dit tout à l'heure, ici, autour de cette table et par Jean-Pierre Raffarin. Il va falloir réformer, mais malgré tout, c'est sans trop de frais, parce que, quand même, à la fin des fins, c'est le candidat le plus, sans doute, pragmatique, le plus européen, c'est ce qui a été très bien dit, qui l'emporte et qui l'emporte largement. En un mot, Manfred Bühler, pour la Suisse aussi. Un besoin de recomposition du paysage politique français pour se reconnecter avec sa population, qui a donné un signal quand même clair en mettant Marine Le Pen à 42%. Sandrine Salerno. Il faudra un peu moins de discours, un peu plus d'action et peut-être un peu plus d'humilité aussi. Je souhaite que la France marche bien, que l'Europe marche bien, parce que notre intérêt à nous, c'est d'avoir des partenaires qui sont solides, avec qui on peut faire des deals. Nous devons régler nos problèmes avec l'Europe. Le président Macron aime-t-il la Suisse ou pas? J'en sais rien. Et au fond, c'est pas important. Pour nous, c'est quand même important. Mais non, il n'a pas. Il n'a aucune raison de la détester. Il n'a pas de raison de le détester. Et il n'est pas soumis à des affects qui font que son esprit est obscurci. On s'entendra avec lui si on réussit à trouver des deals satisfaisants pour les deux camps. Moi, je crois que l'Europe ne va pas reculer, qu'elle va au contraire progresser, mais elle doit assurer sa sécurité. On doit rendre l'antenne. Et tout dernier rappel des résultats. On le voit, donc Emmanuel Macron est élu avec... dernier rappel des résultats. Où sont-ils? Voilà. 58-42, donc 58 pour Emmanuel Macron, l'écart se creuse. Et donc, voilà, merci infiniment d'avoir été avec nous. Le point spécial présidentiel Vue de Suisse, c'est fini. Emmanuel Macron vient de le dire, a été élu. Évidemment, c'est la soirée, la nouvelle de la soirée, président des Français. Mais le défi reste entier pour le nouveau président. Comment réunir les deux Frances qui se sont exprimées aujourd'hui, la France d'en haut et la France des fâchés, la France du centre et la France des extrêmes. Un phénomène qui, comme on l'a vu, pourrait aussi peut-être un peu gagner la Suisse. On y reviendra bien évidemment dans d'autres émissions. Mais en attendant, on vous souhaite une très bonne soirée. On vous remercie de nous avoir suivis sur Les Monts Bleus.